Rebonsoir, le Grand Geneva Show spécial votation fédérale, deuxième partie. Il est 18h32, on est avec vous pour une deuxième demi-heure consacrée au reste des votations. Nous avons largement parlé des forfaits fiscaux avec les chefs des partis genevois en première demi-heure. On y revient maintenant avec notre ministre des Finances, Monsieur Dalbousco, mais on va aussi aborder évidemment les autres votations dont Audrey va nous rappeler les résultats. Nous allons parler de l'or de la Banque nationale avec Monsieur Nidegger et Monsieur Jonecamp. Et puis nous allons parler d'Ecopop avec Monsieur Philippe Roch et Monsieur Laurent Sédou. Je rappelle juste quand même que c'est un triple non aujourd'hui au niveau fédéral. Même Genève a dit non, non partout. Je rappelle les chiffres et puis Audrey donnera peut-être des chiffres un peu plus précis dans un instant. 59% de non à l'initiative sur les forfaits fiscaux, 74% de non à Ecopop et puis 77% de non à l'initiative de l'UDC sur l'or de la Banque nationale. Ça, c'est un peu pour vous donner une idée générale. On a donc 6 personnes avec nous, en sachant qu'on terminera les dernières minutes avec Déborah Gleiser pour parler demain, journée mondiale de lutte contre le sida, et que demain, on aura un Geneva Show spécial jeunes, avec des jeunes, notamment plusieurs jeunes passionnés de politique du collège Madame de Staël, pour changer un peu peut-être du personnel politique. Bon, on va voir comment ces jeunes voient les journées politiques que nous vivons. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir Audrey Braguer. Bonsoir. Rebonsoir Audrey. On précise quelques chiffres sur ces votations. Oui, donc échec cuisant pour l'initiative Ecopop, balayée par 74% des Suisses. Genève, Neuchâtel et le Valais disent non à environ 78%, 82% de non dans le canton de Vaud ou encore 76% à Zurich. Un résultat étonnant, celui du Tessin qui refuse le texte à 63% alors qu'il acceptait à 68% le texte UDC contre l'immigration de masse. Et puis, autre sujet, l'abolition des forfaits fiscaux. 59% des Suisses disent non. Un seul quand on l'accepte, Chafouz de justesse. En Suisse romande, c'est un non massif. À Genève, à plus de 68%, même score dans le canton de Vaud. Et jusqu'à 78% de non en Valais, 3 cantons particulièrement touchés par les conséquences de ce vote. Et puis, l'initiative sur l'or, 77% de non. Les Genevois disent non à 76%. Et puis à Genève, on se prononçait aussi au niveau cantonal sur l'abolition des forfaits fiscaux. C'est le statu quo qui l'emporte. Plus de 68% des Genevois refusent cette initiative et disent encore non à 56,5% au contre-projet qui proposait, lui, de durcir les conditions d'octroi de ces forfaits. Et je rappelle, cette votation, qui peut être considérée comme un séjour ici par pas mal de citoyens, nos amis et compatriotes neuchâtelois, ont décidé de pouvoir révoquer des conseillers d'État. Évidemment, il faut un petit peu qu'ils aient fauté, on est bien d'accord, dans des conditions précises, une sorte d'impeachment à la neuchâteloise. 90% du corps électoral neuchâtelois a décidé cela. Bonsoir, monsieur Dalbousco, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Decaillé. Vous avez le sourire parce que vous aviez dit pendant toute la campagne, il faut que ça passe au niveau suisse, mais il faut aussi que ça passe à Genève. Or, ça passe aussi à Genève, le non à cette initiative. Comment réagissez-vous ce soir, monsieur Dalbousco? Avec beaucoup de satisfaction, ça c'est certain, et peut-être même un peu de soulagement également, tout simplement parce que la situation aurait été très difficile si l'initiative sur le plan genevois avait passé. L'exode était programmé, on en a la certitude, c'était pas peindre le diable sur la muraille, et cette situation, vu la situation budgétaire du canton, est évidemment une situation à éviter à tout prix. Je vous propose une chose, monsieur Dalbousco, on ne refait pas la campagne maintenant. Ce qui nous attend et ce qui vous attend, vous, évidemment, comme ministre des Finances en priorité, c'est l'examen du budget. Il est en 3e lecture de la Commission des Finances mercredi, puis ensuite ce sera le plénum du Grand Conseil. Il y a la question du DIP, les coupes au DIP, 18 millions de coupes proposées en 2e lecture de la Commission mercredi. On en a déjà un peu débattu en première demi-heure. Qu'est-ce qui nous attend au fond? Le président du Conseil d'État a pris la parole, je crois que vous étiez là aussi en milieu de journée. Il a dit si les forfaits, l'abolition des forfaits avait été acceptée, on aurait dû, nous, Conseil d'État, revoir la copie, c'est vrai? Absolument, je vous le confirme tout à fait. Probablement, il aurait fallu s'attendre à une diminution des recettes fiscales de l'ordre de 70 à 80 millions au bas mot. Mais en supputant comment? Non, c'est pas seulement en supputant. Vous savez, si l'initiative avait passé sur le plan cantonal genevois, on peut vous le garantir, je ne peux pas donner davantage de précision évidemment ici, mais nous savons de la part des mandataires, études d'avocats, fiduciaires, etc., qui ont travaillé un certain nombre de dossiers, qu'il y avait un grand nombre de personnes imposées sur la dépense qui étaient prêtes à quitter le canton, à aller traverser, disons, la Versoix, pour aller peut-être aller un peu plus loin. Tout simplement que même si l'initiative a été acceptée au niveau fédéral, bien celle-ci n'entre en vigueur que dans 3 ans.
Donc c'était ça. Bien évidemment, le Conseil d'État aurait retiré le projet. Vous imaginez déjà les discussions que l'on a aujourd'hui avec un budget à l'équilibre proposé par le Conseil d'État. Ça aurait été véritablement, moi je pense, une grave crise politique dans le canton. Alors peut-être juste un mot, parce que c'est quand même le chantier qui nous attend cette semaine. Je rappelle l'examen du budget au niveau de la Commission, grève des TPG jeudi. On sent une pression sur le Conseil d'État. Malgré cette victoire d'aujourd'hui, comment vous allez, comme collège, affronter cette pression et voire contre-attaquer, monsieur Dalbousco? Le Conseil d'État est serein. On a déposé un projet de budget sur lequel on a travaillé pendant 9 mois. Il est équilibré, il travaille sur les dépenses, bien sûr. Il y a aussi un certain nombre de recettes. 154 millions de mesures qui ont été prises par le Conseil d'État, collégialement, un projet soutenu unanimement par le Conseil d'État. Et ce qu'on demande maintenant, c'est... Donc on a fait notre part du travail. Maintenant, ce qu'on demande aux députés, hein, on représente quand même pas mal de partis dans ce gouvernement, c'est de faire preuve du même sens civique, de voter un budget, certes critiquable selon qu'on est à gauche ou à droite, mais enfin c'est quand même un budget, on a besoin d'un budget maintenant. Mais alors essayons d'être très concret, je vous le propose, monsieur Dalbousco. L'agence des Caprod a annoncé les demandes de coupe de 18 millions demandées par 2 députés MCG, M. Stoffer et Berchi, en commission. 18 millions, 14 plus 4, 18 millions. Madame Emery de Rasanta, votre collègue, était sur notre plateau jeudi et elle disait, si ces coupes deviennent réelles, il y aura nous a-t-elle dit, plusieurs centaines de licenciements au cycle d'orientation. Comment vous, comme ministre des Finances, vous profilez par rapport à ces coupes? Écoutez, évidemment, s'il y a moins d'argent à disposition, il y aura forcément des conséquences néfastes de ce type-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas ces coupes, qu'on reste dans le cadre que le Conseil d'État propose. Il y a une petite marge de manœuvre de 5 millions sur le budget. Le Grand Conseil peut l'utiliser s'il le souhaite. Mais enfin, il ne s'agit pas à ce stade-là de bouleverser, à notre avis, bien entendu, vous savez, le Parlement est vraiment souverain sur le budget, bien entendu. Mais voilà, on en appelle comment dirais-je, à de la raison, à trouver un bon accord. J'essaie de comprendre, parce que vous êtes le ministre, vous avez travaillé des mois sur ce budget, il est maintenant dans les mains parlementaires, en commission et bientôt en plénum. Est-ce que vous vous contentez de prendre acte de l'œuvre du Parlement, ou est-ce que vous essayez quand même, par des tractations en coulisses, notamment sur ceux sur lesquels vous avez prise, peut-être pas ensemble à gauche, vous essayez quand même d'actionner la politique parlementaire? Certains de vos collègues, M. Longchamp ne s'est jamais gêné d'essayer d'influencer les parlementaires, hein, c'est de bonne guerre. Alors il y a encore une grosse journée en commission des finances ce mercredi. Vous y serez. Bien sûr. Vous êtes présent, vous êtes actif en commission? Je suis très actif, mais je vous rappelle juste que le mercredi matin, le Conseil d'État siège. Mais certains députés se plaignaient du fait que vous n'étiez pas assez présent en commission des finances. Écoutez, mercredi dernier, j'y étais pendant 8 heures, sans arrêt. Je trouve que c'est pas mal. Ils ont siégé 16, non? Oui, mais le Conseil d'État a aussi siégé pendant 5 heures, etc. Donc, comment dirais-je, effectivement, il y a encore une journée au programme. Tout peut encore arriver. On espère en tout cas que les discussions, qui sont légitimes, qui sont normales entre parties, parviendront à une solution équilibrée. Et franchement, je pense qu'elle ne devrait pas être trop éloignée de ce que le Conseil d'État a proposé, parce que précisément, on a travaillé sur des solutions équilibrées. Je vous remercie infiniment d'avoir ouvert ce deuxième plateau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, rester avec nous. Je vais maintenant saluer Philippe Roch. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez porté Ecopop en Suisse romande. Et bonsoir aussi Laurent Sédou. Bonsoir. Vous êtes le président des Verts libéraux genevois, vice-président du Parti suisse. Hein. Je vous ai trouvé excellent joueur à 12h30 à la RSR. Vous avez dit on a perdu. Vous n'avez pas essayé d'accuser qui que ce soit. Bravo, monsieur Roch. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Merci. Oui, je suis déçu, bien sûr. Mais quand on voit l'ampleur du rejet de cette initiative, on ne peut faire qu'une analyse objective en se disant ce texte n'a pas réussi à convaincre, donc il n'était pas bon. J'ai confiance dans ce La peuple. première fois que j'entends quelqu'un être aussi franc, c'est formidable. Oui, il faut reconnaître. Il avait des défauts. Moi, je pense qu'on aurait pu vivre avec et le mettre en œuvre de manière tout à fait correcte. Le peuple a jugé autrement. La campagne a été un peu dure, peut-être un peu trop dure. Mais voilà, il faut admettre cet échec. Et le seul souci que j'ai actuellement ce soir, c'est de me dire comment est-ce qu'on va faire pour poursuivre un débat que cette initiative a permis de remettre sur la table, qui est celui des limites de la croissance. Je pense que c'est un débat essentiel pour l'avenir de ce pays et de la planète. Et il faudra bien
le reprendre, ce débat, dans d'autres circonstances, et j'espère d'ailleurs que les Verts libéraux vont m'y aider. Alors, je rappelle quand même le chiffre, hein, c'est 74% de rejet d'Ecopop. Je donne tout de suite la parole à M. Sédou. C'est vrai, on s'attendait à ce qu'Ecopop ne passe pas, mais pas à ce point. Non, Est-ce tout à que, fait. je me suis posé la question, parce que ce qui me passionne, c'est l'unité de matière. Elle est constitutionnellement, on dit toujours, c'est dans le petit traité bleu du professeur Aubert à Neuchâtel, on dit qu'il faut une unité de matière. Manifestement, elle ne l'avait pas parce qu'elle mélangeait les questions de croissance et d'environnement. Elle venait introduire une question de planning familial en Afrique. Et c'est ça qui a péché, selon vous. Et je donne tout de suite la parole à M. Sédou. Ça a fragilisé ce texte. Il y avait une cohérence de fond, mais c'était un peu maladroit, et je pense que ça a permis beaucoup à l'opposition. Pire ennemi de votre propre initiative. Non, mais j'analyse les choses telles qu'on les constate aujourd'hui. Moi, j'ai surtout voulu ce débat sur la démographie, qui est un débat important. On a pu quand même l'avoir malgré des circonstances difficiles. Et après, j'admets l'échec de l'initiative. Mais j'aimerais vraiment qu'on poursuive ce débat qui, lui, est très important. Vous êtes le perdant le plus heureux que j'ai jamais vu. C'est un bonheur de vous avoir. Il y a aussi des gens qui font la gueule alors qu'ils ont gagné. Ça arrive, c'est le contraire. Hein. Ça arrive dans certains rangs. Monsieur Sédou, bonsoir. Bonsoir. Vous n'étiez pas favorable à Ecopop. Vous pouvez nous rappeler, au fond, pourquoi et comment vous voyez l'avenir? Nous sommes très satisfaits de ce résultat. Nous, notre grande inquiétude, c'était de mélanger à la fois la question écologique et de l'immigration. Ça, c'était une vraie inquiétude. L'écologie est un sujet en lui-même. Donc ça, vraiment, c'était pour nous un problème, parce que sinon, alors, on ne pouvait plus rien avoir d'autre comme action politique. Par contre, où moi j'ai été déçu, et pour rejoindre monsieur Roch, c'est sur la partie de nos autorités, qui auraient eu là l'occasion de dire qu'il y a eu un certain nombre de choix politiques, c'est quelques dizaines d'années, qui ont amené des conséquences certainement pas voulues, mais qui n'ont pas été maîtrisés. Et je pense que la population attendait ce message-là, se dire, ben voilà, nos autorités ont compris que des choix sur l'aménagement du territoire, par exemple, où on a fait... Le mitage du territoire. Mais pas que ça, d'avoir fait des zones où il n'y a que des habitations, des zones où on n'a que de l'emploi, des zones où on n'a que des loisirs, c'est un problème. Sur la question du logement, sur Genève, est aussi un problème, sur la formation. La loi sur l'aménagement du territoire qui doit appliquer l'initiative Weber n'est pas encore sous toit et est encore sujette à querelle. Non, mais ce qui est important, c'est la mixité des activités. Parce qu'on voit bien que la question du déplacement est un problème. Mais aussi quand on ouvre les frontières, et les Verts libéraux sont favorables à la question de l'ouverture des frontières, mais la question de la formation est essentielle. Que n'avons pas nous entendu à Genève en disant, nous on forme, mais c'est les entreprises qui vont devoir s'adapter à la formation. Non, ça c'est des points qui sont capitaux. On doit aussi s'adapter à la partie économique. Donc les vrais enjeux, ils sont maintenant dans le futur. Et prenons un cas comme Praille Acacia Vernet. Là, on a un potentiel réel au centre du canton, au centre de la ville, de pouvoir répondre à ces besoins, et tout en acceptant cette démographie qui augmente. Et nous, ça, on n'y est pas opposé. Tout va bien, Praille Acacia Vernet, les gratte-ciel fusent, c'est extraordinaire. Ben voilà. Tous les jours, j'en vois. bien. Tous les jours, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu un chantier aussi rapide. Monsieur Roch, une question encore à vous. Vous avez dirigé l'Office fédéral de l'environnement à Berne. Vous étiez quasiment notre ministre de l'environnement, haut fonctionnaire. Et puis, vous vous êtes battu pour Ecopop, vous écrivez des livres magnifiques. Je tiens Merci. le livre sur Hénard, il est bouleversant. Est-ce que vous allez continuer à vous engager, à être au cœur du débat citoyen sur ces questions? Je vais surtout continuer cette phase d'écrivain philosophe, tout en étant ouvert sur le monde et prêt à répondre à des défis ou à des débats ou aussi à communiquer beaucoup. Mais c'est clair que je vais retrouver la paix que j'ai cherchée ces dernières années et la sérénité, parce que l'écriture demande beaucoup de concentration et de travail. Et c'est là où vraiment j'ai envie de concentrer ma vie, mais sans me défiler face à des responsabilités. Je sais que je représente des visions parfois en avance sur leur temps et parfois un petit peu choquantes pour la société. Et il faut quand même les présenter si on veut essayer de faire avancer le monde dans le bon sens. Avant de passer à l'or, on a un conseiller d'État. Alors, vous n'êtes pas venu pour parler d'Ecopop, mais vous êtes quand même concerné, comme nous tous. Hein. Comment appréciez-vous ce résultat, M. Dalbousco? De toute évidence, cette initiative était excessive dans sa formulation. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même une grosse différence dans les résultats par rapport au 9 février. Et on prend par exemple le canton du Tessin, c'est très significatif, et je le mets sur deux points. D'abord, l'initiative, pour les raisons qu'on a indiquées, cette espèce de patchwork de différentes choses, elle était excessive, premier élément, et peut-être y a-t-il, et ça il faudrait peut-être l'analyser après coup, comment dirais-je, un contre-coup, une correction, un effet correcteur par rapport au 9 février. Je pense que pour le Tessin, ça doit être quelque chose de ce type-là. Nous, on le voit, on a des différences qui sont à peu près les mêmes dans tous les cantons. Et c'est assez significatif. Je pense que l'analyse fine des résultats sur Ecopop nous apportera peut-être des enseignements
sur la manière avec laquelle on doit traiter l'après 9 février. Alors, très intéressant ce que vous venez de nous dire. Et là, on est vraiment dans le débat de l'après. On anticipe les têtes de page de presse écrite de demain. Le 9 février, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Donc là, il y a une mise en application qu'on attend encore. Mais aujourd'hui, Ecopop, notamment le pourcentage du solde migratoire d'Ecopop, c'est non. Il faudra trouver un équilibre et c'est ça qui nous attend. Monsieur Nidegger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national UDC. Monsieur Jonecamp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du PLR. Alors, je vous rappelle le chiffre, nous parlons maintenant de l'or de la Banque nationale, l'initiative de l'UDC, demandait que 20% des actifs soient réalisés en or et soient à disposition en Suisse. Elle est rejetée par 77% de non. Votre réaction, monsieur Nidegger? Bon, d'abord, ce n'est pas une initiative de l'UDC, c'est une initiative qui a été portée par quelques membres de l'UDC et qui précisément n'a pas été, oui, mais précisément n'a pas été soutenue par l'UDC. C'est complexe. Et non, mais c'est une partie de la réponse à la question. C'est-à-dire si sur un sujet dont les émotions, vous avez un domaine technique, hein, c'est pas tous les jours que la population s'intéresse au fonctionnement du bilan d'une banque nationale. C'est une entreprise quand même assez particulière. Il y en a au maximum une par État. On est sûrement le seul pays au monde à solliciter la population sur ce sujet. Donc pour arriver à apporter cette technicité dans un débat, il fallait déjà y aller. Mais ça a été fait. C'est très nideggerien. Vous aimez bien la complexité, la saveur complexe des choses, non? Quand on la rend moins complexe, précisément. Et après, vous avez ce qui fait qu'une initiative passe ou passe pas, et c'est généralement quelque chose d'émotionnel. Il y avait une dimension dans ce texte qui était souverainiste, notre or, chez nous. La maîtrise des choses. Bizarrement, elle ne l'a pas passé, ou pas trop. La question, c'est que cette émotion-là, non portée par la machine de guerre UDC, ça donne quelques individus vertueux et très travailleurs comme moi, tout seuls sur les plateaux. Mais est-ce qu'il ne faut pas en conclure, et bien sûr, je vous donne la parole, monsieur Jonecamp, ça pourrait s'appliquer d'ailleurs aussi à Ecopop, que lorsqu'il n'y a pas un parti majeur comme le vôtre, parce qu'Ecopop, à part monsieur Roch en Suisse romande, on ne connaissait pas grand monde, hein, au fond, une initiative, elle doit quand même être portée par une machine. Oui, et aussi une émotion. C'est soit des partis qui s'alignent. Typiquement, Ecopop et le 9 février, honnêtement, c'est pas la même chose. Oui. Pour certaines personnes, ça a été vu dans les deux cas comme une question de migration. D'accord. Mais il y a un parti qui est crédible sur la migration et sur les rapports à l'Europe. C'est l'UDC. Et à partir du moment où ce parti n'est pas là, si vous voulez, l'UDC a dépassé la barre des 50% avec son initiative le 9 février, avec un potentiel électoral en dessous de 30%. Bon, les 20% sont toujours là dans le résultat d'Ecopop, mais l'UDC n'y est plus. Le résultat est assez simple à comprendre. Monsieur Jonecamp, vous êtes dans le camp des vainqueurs. Vous aviez déjà affronté ici même monsieur Nidegger en débat. Comment réagissez-vous ce soir? Je pense que l'enseignement principal de cette votation, c'est la confiance que la population témoigne à la BNS. Vous croyez vraiment? J'allais nuancer. Les gens ne savent même pas ce que c'est. J'allais nuancer. Moi, je pense qu'on peut en tirer cet enseignement, mais évidemment avec beaucoup de nuances, dans le sens où c'était le troisième objet, c'était le petit de cette classe-là. Et je crois qu'il ne faut pas la surinterpréter non plus. À mon avis, les gens n'y ont prêté que très peu d'attention. À part notre débat ici, j'ai pas vu beaucoup de débats. Voilà, exactement. Genève, il y a eu relativement peu de débats. Oui, c'est vrai. Sur une télévision satellite. Mais c'est moins bien. C'est moins bien, évidemment, par rapport. Il y a relativement peu de débats. Et puis ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que c'est un retour à ce que sont les initiatives en Suisse. C'est dur de gagner une initiative. Avec un sujet comme ça, je crois que c'est particulièrement dur. On gagne des initiatives ces derniers temps plus que dans le passé, mais sur des sujets, on les connaît. L'immigration est un de ces sujets. Vous êtes un magnifique gagnant, comme vous étiez un magnifique perdant. J'ai que des gens heureux ce soir, c'est fantastique. La difficulté d'un sujet comme ça, c'est effectivement de rendre quelque chose technique, un peu émotionnel. Et là, manifestement, les proposants n'y sont pas parvenus. Mais qu'on dise quand même, moi je pense qu'il faut quand même le dire, la BNS en Suisse, parce qu'elle a été un peu critiquée dans la manœuvre, elle fait aujourd'hui un travail extrêmement difficile dans des conditions qui ont changé dramatiquement ces dernières années. Et il faut laisser effectivement aux proposants de cette initiative d'avoir soulevé un problème. C'est qu'est-ce que font les banques nationales, comment elles sont contrôlées et par qui, et comment effectivement on sort de cette expérimentation actuelle sur la protection de la valeur du franc en investissant beaucoup d'euros. Toute une série de questions qui restent ouvertes. Alors la proposition qui était faite avec l'or me paraît toujours une proposition qui n'était pas adaptée.
Mais dire que cette problématique, et c'est une chance de la Suisse, que ce type de problématique puisse être débattu en public, que le peuple puisse être amené à se prononcer, ça nous vaut d'ailleurs un article dans The Economist, on n'a pas souvent l'occasion. Alors, ils n'étaient pas pour cette... Oui, à l'international, la votation était très... oui, mais évidemment, parce que ça aurait pu avoir un petit peu... Ça aurait pu avoir un impact sur le cours de l'or. Et d'ailleurs, Madame Marine Le Pen s'est exprimée, je crois alors qu'Ecopop ne devait pas nécessairement lui dire grand-chose. Nous avons notre grand argentier cantonal, finalement, ça vous concernait aussi. Qu'en pensez-vous? Argentier, c'est pas l'or, ça. Non, c'est vrai. Écoutez, moi je pense effectivement, Monsieur Gencan a raison, sur un sujet d'une haute technicité, ça a permis quand même d'expliquer comment ça fonctionne. Et je crois que là, les gens ont parfaitement compris. Quand on leur a expliqué que la politique monétaire de la Banque nationale a permis de sauvegarder des milliers et des milliers d'emplois en maintenant un taux plancher entre l'euro et puis le franc suisse, on a parfaitement compris ce dont il s'agissait, et ça a eu le mérite, cette initiative, d'expliquer ces mécanismes. Et les gens ont parfaitement compris que si on n'avait que de l'or à terme dans nos coffres, on ne pourrait plus mener cette politique monétaire, et donc ça serait extrêmement néfaste. Mais Très simple. Ça a aussi expliqué les conséquences pour le bilan de cette politique-là. Que ça soit la mission principale d'ABNS que de le faire, on sera tous d'accord. Simplement, un tout petit pays par rapport à son PNB qui a produit national 500 milliards de bilan, à son bilan, se pose véritablement un problème. Et puis, on a quand même eu des réponses. C'est un peu cher pour avoir une réponse, une initiative. Mais enfin, quand on a posé la question en 2003 à M. Villiger, où est l'or ? Sa réponse a été, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir, et je préfère ne pas le savoir. Ça a acheté quand même un froid. Donc, M. Jordan est sorti de sa tour d'ivoire et est venu expliquer où était l'or. On a un peu mieux compris que cette politique qui est bonne a des conséquences dont il faut quand même se préoccuper. Et puis la vache sacrée, elle est un petit peu moins. Depuis qu'elle s'est un peu déshabillée, je pense que c'est bon pour la démocratie. Alors, on en reste là pour les sujets politiques. Bonsoir Déborah Gleiser. Bonsoir Pascal. Vous avez le ruban rouge, je l'ai aussi. Ces messieurs, vous n'en aviez pas assez. Alors, voilà, les messieurs du premier plateau, on leur en a mis. Ça ne veut pas dire que ces messieurs sont des méchants. Non, pas du tout. Déborah, demain, et vous êtes la porte-parole du groupe SIDA Genève, Journée mondiale de lutte contre le sida. Qu'est-ce que vous organisez à Genève? Alors c'est la 28e déjà, le temps passe vite. Et il y aura des événements évidemment pour les personnes vivant avec le VIH, mais aussi pour le grand public. Et notamment pour la première fois, il y aura un stand au HUG à l'entrée des hôpitaux. Tout le monde est le bienvenu. Non. À l'entrée, tout à fait. Vous entrez, pas au sous-sol. Enfin, à ma connaissance, rien au sous-sol, mais à l'entrée. Et pour la première fois aussi, vous aurez, à l'initiative de l'unité VIH-Sida Alexandra Calmy, vous aurez droit à un test de dépistage gratuit, la seule fois dans l'année, parce qu'on le rappelle, ça n'est toujours pas gratuit à Genève. Monsieur de Sainte-Marie avait voulu engager une procédure politique pour que ce le soit. Voilà. Je ne crois pas qu'il ait réussi. C'est disons, toujours en débat, et puis on attendra encore un petit peu pour ça. Mais en tout cas, là, le 1er décembre, vous pourrez vous faire dépister gratuitement si ça n'a pas été fait cette année. Déborah, quand on pense au sida, on pense malheureusement tous à l'Afrique, continent africain. On en parle chaque fois avec vous quand vous venez. Maintenant, il y a un autre fléau qui est Ebola. Où en est le sida sur ce continent dans les grandes lignes? Globalement, il y a toujours 18 millions de personnes qui attendent un traitement, ce qui est un scandale total, étant donné qu'on a besoin de ce traitement, non seulement pour sauver des vies, mais notamment aussi pour enrayer la progression de l'épidémie. Donc ça, c'est clair que c'est la priorité, c'est l'accès en Afrique. En revanche, les décès diminuent grâce à ces traitements. L'épidémie a plutôt une courbe stable, contrairement à ce qui nous alarme plus, c'est l'Europe de l'Est. On a appris cette semaine que 80% d'augmentation a eu lieu dans les pays d'ex-URSS depuis 10 ans. Donc c'est une catastrophe et ils ne mettent toujours pas en place les mesures de prévention qui chez nous sont en vigueur depuis 20 ou 15 ans en fonction des publics cibles et notamment l'accès à des seringues stériles pour les usagers de drogue ou des locaux d'injection comme nous avons à Genève, un local sécurisé pour enrayer la progression chez les toxicomanes. Alors, je vous remercie infiniment, Déborah Gleiser. Juste une dernière chose. Ceux qui veulent faire un geste pour le groupe SIDA Genève, on peut rappeler peut-être un site internet, un numéro de téléphone, comme vous voulez. www.groupesida.ch. Merci beaucoup, Déborah Gleiser. Monsieur Dalbousco, merci. Monsieur Niedriger, merci. Vous avez des poches pleines d'or, j'imagine, de lingots qui débordent. Merci, Monsieur Roch. Merci à vous. Bravo pour tout. Merci. Continuez. Merci, Monsieur Gencan. Vous étiez un magnifique gagnant, au fond. Vous avez presque fait la pub pour les opposants. Je me suis inspiré par Philippe. Voilà. Merci, Monsieur Sédou. À très bientôt. Merci, Déborah Gleiser. On vous retrouve peut-être le 18 pour le quiz.
Mais je dois prendre ma décision parce que le 18, il y a le budget. Et je me dis, si je fais le quiz, je ne fais pas le budget. Qu'est-ce que vous... je fais quoi, monsieur Delbousco? Le quiz ou le budget? Dites-moi. Écoutez, le budget, c'est un grand quiz. Ouais, ben voilà, d'accord. Voilà. Un quiz sur le... mais alors, ce sera dur. Merci à tous. Demain, des jeunes du collège de Madame de Staël ont participé au Parlement des jeunes à Berne. Ils sont de gauche, de droite, peu importe. Ils vont nous dire comment des jeunes de 17-18 ans qui préparent une matu vivent l'engagement en politique. Ça nous changera un peu. J'ai pas dit des vieux briscards. Ça nous changera un peu des habituels clients et qu'on salue des cheveux blancs dont nous faisons les grands partis. À demain. Merci beaucoup. Au revoir.